à tous et bienvenue pour ce choc de quart de finale de championnat de France de plaidoyer. Donc le sujet d'aujourd'hui, enfin le grand thème d'aujourd'hui, c'est l'histoire et le sous-thème l'histoire et l'identité. En sujet numéro 1, nous aurons faire de l'histoire, est-ce juger le passé? En sujet numéro 2, sommes-nous le produit de l'histoire? Et donc en sujet 3, l'histoire et l'identité. Nous aurons à la positive Évry Insolente et à la négative S'éveiller. Donc merci à S'éveiller de nous accueillir et merci à Évry de s'être déplacé depuis Évry. Petit rappel des règles pour que tout se passe dans les meilleures conditions. Tout d'abord, évidemment, la règle du temps. Vous aurez tous donc 5 minutes pour plaider, avec une tolérance de plus ou moins 30 secondes, donc entre 4,30 et 5,30. Faire au-dessus ou en dessous ce temps, vous pouvez perdre déjà votre point de duel, le point de cohérence d'équipe, le point du meilleur orateur, ce qui signifie plus ou moins que vous avez perdu, donc vous êtes disqualifié. Ce n'est donc pas souhaitable. Voilà, faites en sorte de respecter le temps. Vous n'avez pas le droit au chronomètre, hein, c'est la nouveauté des quarts de finale. À partir des quarts de finale, c'est fini le chronomètre. Donc je vois qu'il n'y en a pas là, j'en vois pas immédiatement. Mais s'il y a des téléphones, des montres connectées à portée de main, je vous demanderai donc de vous en écarter. Sur comment sera pris le temps, donc je démarre le chronomètre dès que vous commencez à parler. À 4 minutes 15, je vais taper sur la table pour indiquer qu'il vous reste environ 45 secondes pour plaider et que vous êtes à 15 secondes de rentrer dans le temps réglementaire. À 5 minutes pile, je vous dirai veuillez conclure et à 5 minutes 30, je vous dirai merci et je vous couperai la parole tout simplement. Et dans ce cas, deux solutions. C'est soit vous arrêtez immédiatement de parler, vous êtes à 5:30 pile et ce n'est pas un hors-temps, donc ce n'est pas éliminatoire. Soit vous continuez à parler, je dois vous recouper. Dans ce cas, c'est la sanction que j'ai citée précédemment. À l'issue de chaque passage se déroulera l'affrontement, comme vous le savez. Votre vis-à-vis se lèvera pour vous poser une question. Essayez de faire vraiment une vraie question en forme interrogative, hein. C'est pas une réfutation, c'est une question. Question à laquelle vous aurez jusqu'à 30 secondes pour répondre. Pareil, je vous coupe la parole, c'est au bout de 30 secondes. À l'issue de ces 30 secondes, votre vis-à-vis pourra réfuter pendant lui-même 30 secondes et vous pourrez réfuter après pendant 30 secondes. Voilà. Sur la répartition des points, je vais la rappeler même si je pense que vous la connaissez. 2 points, donc c'est 5 points à répartir. 2 points sera accordé à l'équipe qui aura gagné au moins 2 des 3 duels. 1 point sera accordé pour le titre du meilleur orateur. 1 point sera accordé pour le titre du meilleur orateur lors d'un affrontement. Et 1 point sera accordé pour le point de cohérence d'équipe. Voilà. S'il n'y a pas de questions, eh bien nous allons commencer. Premier sujet, faire de l'histoire, est-ce juger le passé? Nous débutons à la positive avec Hippolyte. Monsieur le Président, membre du jury, si nous faisions réellement de l'histoire, alors nous devrions considérer le Mont Saint-Michel comme normand. Et c'est à raison de frais que j'explique le fond de ma pensée. À raison des cartes, mais aussi à raison du passé. Alors, c'est notre projet, érigeons un mur anti-envahisseur breton et protégeons ce Mont Saint-Michel. Et pourtant, certains persistent à en douter. Ils osent me juger pendant que je fais de l'histoire. Il y a l'histoire que nous racontons et l'histoire que nous écoutons. L'histoire que nous avons vécue et l'histoire qui nous est inconnue. Il y a cette histoire que nous dévoilons et cette histoire que nous jugeons. Voilà la preuve que l'histoire, faire l'histoire, ce n'est pas simplement énumérer des faits. C'est les juger, les interpréter, les vivre, les ressentir, les comprendre, avant de les trancher, puis de les accepter. Faire l'histoire, c'est rechercher, sélectionner, croiser des sources et surtout donner un récit permettant de créer un produit et savoir ce qui s'est produit. C'est construire un récit structuré à partir de traces parfois segmentaires. Et il faut les lier entre elles afin de découvrir une vérité inéligible. Juger historiquement, c'est apprécier les actes du passé à la lumière du présent. Les comprendre, les analyser, les interpréter. Faire l'histoire, ce n'est qu'au passé. Cette notion temporelle, antérieure au moment actuel, on ne la conjugue ni au présent, ni au futur. Acte 1. Faire l'histoire nécessite un jugement. Elle nécessite un jugement par sa définition même. Faire l'histoire, c'est une construction intellectuelle. À partir de traces, de sources, de témoignages, on sélectionne, on hiérarchise, on relie. Chaque choix que l'on fait devient un jugement. Ce n'est pas une liste de dates ou de batailles, un simple alignement de faits sur une courbe infinie, une simple poudre de perlimpinpin. Faire l'histoire, c'est construire non pas un avenir, mais un passé. Faire l'histoire, c'est organiser un procès fictif.
En notre temps, nous avons les faits, nous les interprétons, nous les relions et nous les jugeons. Sauf que dans ce cas-ci, il n'y a pas de jugement avec condamnation, mais seulement une vérité historique. Faire l'histoire, c'est créer ce que nous sommes, bâtir un passé pour mieux comprendre notre présent. Acte 2, la raison d'un jugement, une compréhension. Faire l'histoire, c'est comprendre le seul lien entre nous et le passé. C'est comprendre pourquoi c'est arrivé. Pourquoi cet événement a eu lieu? Était-il inévitable? Qui sont les acteurs? Qui sont les bourreaux? Qui sont les victimes? Mais alors, pourquoi juge-t-on? Ce n'est pas simplement pour condamner à l'aveugle, non. On juge pour comprendre. Pour comprendre pourquoi des sociétés entières ont pu basculer dans l'horreur. Pourquoi des individus ordinaires ont pu commettre l'impensable. Comprendre pourquoi des choix politiques, économiques ou militaires ont conduit à des désastres. Le jugement historique, c'est une analyse des causes et des responsabilités. C'est la différence entre raconter que la Shoah a eu lieu et expliquer comment elle a été mise en place. Juger l'histoire, c'est sortir du simple récit pour entrer dans une réelle réflexion. La clé de notre société, la clé de nous-mêmes, est cette compréhension. C'est la seule qui permette véritablement de tirer des leçons du passé. Acte 3, le devoir de mémoire. Enfin, ce jugement n'est pas qu'un exercice intellectuel, finalement. C'est aussi un devoir moral. Quand nous faisons l'histoire, nous ne jugeons pas simplement pour savoir. Nous ne jugeons pour ne pas recommencer ce qui s'est passé, pour comprendre. On dit souvent, ceux qui oublient l'histoire sont condamnés à la revivre. Oui. Le jugement historique fonde notre devoir de mémoire. Il nous permet de dire collectivement, plus jamais ça. Osez me dire, membres du jury, que l'histoire, ce n'est pas juger le passé. Osez me dire, chers contradicteurs, que ce n'est pas dire plus jamais l'esclavage, plus jamais le colonialisme, plus jamais les camps de concentration, plus jamais les dictatures, plus jamais les victimes. Et pour que ce plus jamais ait un sens, il faut d'abord comprendre. Et pour comprendre, il faut juger. Faire l'histoire est donc créer un rempart, un mur de glace permettant de nous protéger contre nos marcheurs blancs, un mur qu'on érige contre l'oubli, une boussole pour le présent, un mantra pour l'avenir. Monsieur le Président, membres du jury, allons plus loin. Pourquoi doit-on le faire? Pourquoi est-ce si vital de juger? Einstein nous l'a dit avec lucidité. La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Alors, refusons la folie, refusons l'oubli, jugeons notre passé pour moins juger notre présent et pour construire notre futur. Merci, donc vas-y Lou, tu peux poser ta question. Comment trouver une vérité historique si les historiens portent chacun un jugement spécifique sur le passé? Car les historiens font l'histoire et recherchent des faits, et c'est avec cet alignement des faits que les historiens cherchent qu'on peut juger, interpréter. C'est une interprétation, donc c'est un jugement. L'histoire, effectivement, est assez subjective parmi les historiens. Mais par contre, faire l'histoire, c'est juger le passé. Je suis pas entièrement d'accord. Pour moi, l'histoire, ce n'est pas une fiction, une addition de jugements contradictoires, mais plutôt une quête collective de compréhension. Et ici, nous sommes ici pour juger qu'est-ce que c'est que faire de l'histoire et non faire l'histoire. Sauf que dans un jury, il y a plusieurs juges. Lors d'un procès, il y a plusieurs juges. Plusieurs juges jugent la personne, jugent les faits. Donc, effectivement, ils se contredisent, mais au final, on arrive à une vérité intelligible. C'est en jugeant le passé qu'on fait l'histoire. Merci. Et donc, pour lui répondre à la négative, j'appelle Lou. Peut-on dire à un enfant qui apprend à marcher qu'il est coupable de tomber? Non, on l'aide à se relever. De la même manière, on ne peut pas juger le passé quand on fait de l'histoire. Dans le jugement, on ne dépasse pas les notions de bien ou de mal, on accepte que l'existence de l'une l'emporte toujours sur l'autre. Ce n'est pas ainsi que l'on construit un monde.
quand on souhaite seulement faire des héros ou des coupables, ou quand on souhaite seulement que quelque chose nous appartienne, comme le Mont Saint-Michel, on fait des histoires. Alors que quand on ose dire que le passé est plus complexe que nos jugements d'aujourd'hui, alors seulement on fait de l'histoire. Arrêtons de faire des histoires. Faisons plutôt de l'histoire. Faire de l'histoire parce que c'est bien cela que l'on définit aujourd'hui et non pas faire l'histoire. C'est faire l'étude du passé, chercher à le reconstruire, à le retranscrire, à en dérouler l'ensemble des faits. L'histoire, ce n'est pas un conte de fées. Ce n'est pas un beau roman ni une belle histoire, c'est une science qui étudie, relate de façon rigoureuse le passé. Tandis que juger, c'est émettre un avis, une opinion sur quelqu'un, sur quelque chose. Porter un jugement, c'est toujours faire une sélection dans ce que l'on veut retenir de l'histoire. C'est prendre des raccourcis pour ne pas chercher à aller plus loin. Mais qui sont les historiens pour juger la valeur des faits ? On ne peut juger les humains du passé avec les yeux d'aujourd'hui. C'est risquer l'anachronisme. On ne juge pas les procès de nos jours avec les codes de la Troisième République. Si les temps existent, c'est bien parce que le passé et le présent se doivent d'être dissociés. Et il n'existe qu'un passé. On a essayé de le définir en inventant le passé défini, et on a vu qu'il était trop compliqué, alors on a tenté le passé simple, même s'il existe un passé composé. On ne compose pas avec le passé. Non, on ne bâtit pas le passé, comme vous nous l'avez dit. Ce n'est pas l'historien qui parle, ce sont les faits. L'histoire comme étude se doit d'être neutre. C'est un regard sur le passé. Un regard objectif, sans objectif. C'est apprendre d'où l'on vient, sans forcément chercher à savoir où l'on va. Et on se doit d'enseigner sans jugement, de transmettre sans opinion. C'est ainsi qu'on laisse les gens libres de penser. C'est ainsi qu'on devrait enseigner. Pas en préférant le pouvoir à l'exemple, on apprend aux élèves à écouter pour répondre, et non pour comprendre. C'est bien d'apprendre à composer, mais c'est mieux d'apprendre ce qui nous compose. Juger, ce n'est jamais chercher sa propre identité à travers le passé. C'est essayer d'aller chercher en dehors de soi, quelque chose qui pourtant nous appartient fondamentalement. C'est une fausse causalité que de lier juger et faire de l'histoire. Le jugement est à la compréhension ce que l'honnêteté est à la transparence. Le jugement implique une prise de position, une condamnation ou une approbation. C'est poser une question morale, répondre de ce qui est bien ou de ce qui est mal. Et l'honnêteté, c'est aussi une intention morale. Elle implique de dire la vérité, seulement si on vous y contraint. Mais faire de l'histoire, ce n'est pas juger, c'est comprendre, et c'est ce que vous nous avez dit. Et pour comprendre, nul besoin de juger. Ça nécessite de suspendre le jugement, de prendre du recul, comme la transparence. C'est montrer sans travestir, sans mentir, comme l'historien le fait avec les faits. Et c'est ainsi qu'on fait de l'histoire, non pas en jugeant, mais en comprenant. L'histoire, c'est un outil de réflexion, pas un procès, elle n'accuse pas, c'est la justice qui rend des verdicts. Elle ne permet qu'une meilleure compréhension. Si l'histoire a sa place pour nourrir les débats, les procès historiques n'en sont pas moins des constructions politiques, judiciaires ou sociales. Les historiens expliquent l'histoire et les juges appliquent les lois. C'est ainsi que sont partagés les rôles entre la justice et l'histoire. L'histoire, c'est la compréhension, pas la condamnation. Comprendre mieux, ce n'est pas condamner moins, ou condamner plus. Avez-vous déjà pris le temps de contempler un sablier ? Les secondes s'écoulent et le temps passé ne revient pas, il reste figé en bas du sablier. Il ne disparaît pas, il est là. Mais on ne rattrape pas les retards, on ne change pas les erreurs. Comme l'enfant qui apprend à marcher, on se relève. Mais nul besoin de juger les fois où l'on est tombé. C'est ça, le fin mot de l'histoire. Le passé ne meurt pas, mais surtout, l'avenir meurt avant le passé. Alors efforçons-nous d'aller de l'avant. Veuillez conclure. Au lieu de regarder constamment en arrière, avant qu'un beau soir, on ne se retourne, et que l'avenir s'appelle le passé. Vas-y, Hippolyte, pour poser ta question. Merci beaucoup pour votre discours.
Mais sans jugement, dans quel cas peut-on comprendre ce qu'il s'est passé? Juger, n'est-ce pas analyser les faits dans leur entièreté? Je n'ai pas écarté le jugement en tant que jugement moral du citoyen. Je vous dis juste que le rôle de faire de l'histoire, le rôle de l'histoire en tant qu'étude, n'est pas dans le jugement, il est dans la retranscription des faits. Mais madame, en retranscriptant les faits, normalement on doit juger, on doit analyser, on doit comprendre ce qui s'est passé. Et pour comprendre, il est nécessaire de juger. Comment peut-on comprendre quelque chose sans analyser les faits dans cette société, dans ces cas-ci? Par exemple, je sais pas, le régime de Vichy. Mais je ne défends pas la position d'un jugement qui n'a pas, qui se doit d'être là. Je vous dis juste ici que l'histoire se doit d'être neutre. L'histoire, c'est un prisme neutre, c'est un prisme qui laisse le libre choix aux individus de penser ce qu'ils veulent dessus. Si on commence à faire des jugements, c'est ainsi qu'on mène à des histoires comme le régime de Vichy. Merci. Merci pour ce premier duel. Nous allons à présent passer au deuxième. Sommes-nous le produit de l'histoire? En commençant la positive par Kylian. Monsieur le Président, chers membres du jury, ils sont là. Ils sont dans les campagnes, dans les villes, ils sont sur les réseaux sociaux. Les Normands sont partout. Partout pour défendre le Mont-Saint-Michel comme leur bien, leur propriété. Et pourtant en oubliant qu'il a été une fois breton. Alors oui, entre nous, et seulement entre nous, le Mont-Saint-Michel pour moi a le cœur breton. Même si ce geste remonte à des siècles, il est dans l'identité bretonne. Car oui, l'histoire avec un grand H, celle de l'ensemble des événements des sociétés humaines, joue un rôle fondamental dans ce que nous sommes aujourd'hui et sur ce que nous faisons aujourd'hui. Nous sommes façonnés par l'histoire, tel que Frankenstein par son créateur. Nous sommes donc un pur produit de l'histoire. L'histoire nous a composé notre corps, puis notre conscience sociale, et après, tout simplement, notre mémoire collective. Vous savez, l'article 16-7 sur la dignité humaine du Code civil, l'histoire et le docteur Frankenstein s'en fichent complètement. Ils ont modelé à leur image la génétique et le corps de leurs produits. Et dans le cas de l'histoire, c'est Darwin, avec la théorie de l'évolution, qui a montré que l'humain n'est pas figé dans le temps, mais avant tout qu'il est le produit, le fruit de milliers d'années d'adaptation. Sélection naturelle, mutation, transmission de gènes avantageux. Seuls les meilleurs survivront, c'est un véritable Hunger Games biologique. Le corps, défini par l'ADN, est donc un produit de phénomènes historiques passés. Des individus ayant vécu la peste noire ont transmis des gènes spécifiques à leurs descendants. Alors finalement, la prochaine fois que vous échouez en sport, au lit ou encore à devenir pilote de F1, dites que c'est à cause de votre héritage génétique. Il n'y a aucun problème là-dessus. Notre corps est déjà prédéfini par l'histoire. Et chers membres du jury, notre conscience n'y échappe aucunement. Notre position sociale initiale est le résultat d'un contexte historique, précis, marqué par les inégalités, les rapports de classe ou encore les institutions économiques. L'héritage transmis par nos familles joue un rôle essentiel. La lutte des classes, ce conflit permanent entre les dominés et les dominants, façonne notre société, nos moyens de production. Mais nos représentations du monde, nos envies, nos goûts, ce que nous voulons faire demain, sont aussi affectés. Ça explique tout simplement qu'à travers le monde, nous ne sommes pas des produits de l'histoire. Est-ce que les institutions historiques chinoises ou américaines ont été identiques? Bien sûr que non. Ça explique tout simplement que donc les individus aspirent à des choses différentes. Notre conscience sociale est historiquement construite. Elle naît de conditions matérielles concrètes, de notre place dans le système de production, héritée et transformée par l'histoire. Si vous êtes des enfants de bourgeois, vous voterez plus facilement Manu. Notre conscience n'est donc pas neutre, elle est le produit d'éléments historiques précis et matériels. Notre manière de penser, de percevoir le monde, est le reflet de cette trajectoire historique.
Mais il faut bien comprendre une chose, c'est que l'histoire, elle ne se prend pas non plus seulement dans son individualité. Elle se prend aussi dans son universalité, à travers la mémoire collective. Nous sommes tous des produits de l'histoire, mais ce qui ne nous empêche pas de la faire également. Et c'est là où tout se joue. Car, chers membres du jury, en reprenant mon introduction, on peut se demander comment le civilisé breton peut vivre, échanger, dialoguer, commercialiser avec le sauvage normand. Et pourtant, l'histoire a apporté la réponse. L'histoire ne façonne pas seulement des individus isolés, elle agit comme un pacte social. Elle relie les vivants à ceux qui les ont précédés, dans une continuité d'humour, de sens et d'action. Cette mémoire partagée, qu'elle soit glorieuse ou douloureuse malheureusement, fonde nos identités nationales, culturelles et politiques. En France, notre très chère guillotine, le coup de tête de Zizou, ou tout simplement les cuillères volées par Chirac, restent des références nationales, un socle commun que nous connaissons tous. On appartient donc à une époque, certes, mais aussi à un récit historique partagé. Et c'est ce qui fait de nous, finalement, des produits individuels de l'histoire, mais alignés sur une chaîne de production unique et dirigée par l'histoire. Finalement, elle a un véritable monopole. Elle n'est ni blanche, ni noire, ni rouge. Elle est un petit peu capitalistique dans la production de ses produits. Alors, chers membres du jury, ma contradictrice vous dira certainement que l'individu est libre, qu'il peut écrire son histoire. Et moi, j'en suis tout à fait d'accord, il peut le faire, mais ils ne le font que dans des conditions directement données et héritées du passé, telles que la génétique, la construction sociale, ou encore la mémoire collective. Les Bretons, surnommés les râleurs de l'Ouest ou les Corses du Nord, sont donc des constructions historiques. Et vu mon héritage breton et malgré les élucubrations normandes de mon ami, je ne pourrais concéder qu'un seul point à l'équipe adverse. Le Mont-Saint-Michel est avant tout breton. Je fais comme toi. Merci. Donc vas-y Aurore pour poser ta question. Vous nous dites que nous sommes définis par l'histoire, vous parlez donc d'un déterminisme. Selon vous, notre destin serait donc tout tracé telle une fatalité ? Mais en réalité, ce qui se passe, c'est que je vous ai dit que vous étiez un produit de l'histoire, mais vous n'êtes pas des esclaves de l'histoire. Vous pouvez bien sûr tracer votre propre histoire, c'est ce que je disais justement durant mon plaidoyer. Nous sommes donc produits par l'histoire, génétiquement et bien sûr socialement, mais on peut aussi faire notre histoire. Très bien, alors nous sommes d'accord. Être le produit de quelque chose, c'est être façonné par cette chose. Il est donc difficile de s'en sortir puisque l'on devient juste le spectateur de sa propre vie. Or, il me semble que il est possible de se reconstruire, même après des faits historiques horribles, on peut se reconstruire une identité sur ça, choisir de faire autrement, tout simplement. Mais il n'y a aucun problème là-dessus, je suis totalement d'accord, mais le fait en été que votre génétique, qui soit déjà définie à votre naissance, est liée à l'histoire, ou encore tout simplement la construction sociale de votre époque. On ne décide pas de vivre au XXIe siècle, cela est imposé. Donc oui, vous pouvez changer des choses, vous pouvez produire de l'histoire, mais vous resterez quand même des produits de l'histoire. Et donc pour lui répondre, j'appelle Aurore. Tu sais, maman, j'ai peur. Mais de quoi as-tu peur, ma fille ? J'ai peur quand je vois les hommes ne plus prendre soin de leur terre. J'ai peur quand je les entends crier aux armes et que je vois déjà les canons se munir. J'ai peur de la formation des milices qui annoncent bientôt de tristes auspices. Si l'histoire conditionne nos sociétés, l'humain dans toute son individualité dispose aussi de son propre récit. Nous, les enfants d'aujourd'hui, sommes les acteurs principaux de l'histoire, qui est la reconstruction, l'étude rigoureuse du passé de l'humanité. Nous en sommes les artisans, soit à travers ceux qui font de l'histoire en relatant uniquement des faits avérés, dépourvus de tout jugement, soit à travers ceux qui font l'histoire sans même le savoir. En cela, nous ne sommes pas le produit de l'histoire. Être le produit de quelque chose, c'est être fabriqué par cette chose. C'est être, en d'autres termes, l'objet, le témoin passif d'une succession de faits préfaits. Les simples témoins d'un grand spectacle qui se déroule devant nous sans même que nous y prenions part. Mais alors, en tant que spectateur, l'homme est donc irresponsable des actes qui la constituent. L'homme aurait été le témoin des batailles sanglantes, des exécutions massives, et au-delà de cela,
Qui aurait découvert le radium, lutté pour ses droits si ce n'est nos ancêtres? Non. Les responsabilités de l'homme dans l'histoire est une idée inconcevable. Au regard des tristement célèbres procès de Nuremberg, tribunaux de Gachacha qui ont jugé les hommes coupables des pires atrocités. Mais ne soyons pas si catégoriques, car si Albert Camus disait « l'homme n'est pas entièrement coupable », il n'a pas commencé l'histoire, ni tout à fait innocent puisqu'il la continue. C'est parce que bien que l'histoire ait commencé avant l'homme, ce dernier, et ce depuis sa naissance, n'a cessé de la modeler, la perpétuer, d'une manière parfois tragique. Ainsi, considérer que l'homme n'est pas le produit de l'histoire, c'est reconnaître sa part de responsabilité dans les faits passés, puisque c'est l'homme qui fait l'histoire, et non pas l'histoire qui fait l'homme. L'homme qui fait l'histoire, c'est Martin Luther King qui prononce en 1963 « I have a dream ». C'est Françoise Sagan et son « Bonjour, tristesse » à la française. Nous sommes le cœur de cette histoire, nous la façonnons, l'intitulons, parfois même nous l'instrumentalisons. De même, ce qui fait l'homme, c'est son identité personnelle, celle qu'il se fonde en prenant connaissance de sa propre personne, de ses valeurs. Cette construction du nous est d'ailleurs influencée par un vécu passé propre à chacun et à la représentation émotionnelle des faits passés du groupe auquel nous appartenons. Nous appartenons tous à un tout. Il y a celui que l'on ne choisit pas, sa famille, mais à laquelle on est relié et qui cultive sa propre mémoire, et celui que l'on choisit, qui cultive une autre mémoire, une autre interprétation du passé. Et pourtant, dans toutes ces sphères, l'individu demeure libre et son identité émancipée d'une histoire factuelle. En réalité, l'homme est le produit de son histoire personnelle, subjective. Il peut être influencé par des mémoires, mais il n'est en aucun cas le produit de l'étude rigoureuse du passé de l'humanité. Nous sommes tous le reflet de nos propres expériences. Cependant, c'est nous qui construisons notre passé au fil des événements présents et des objectifs futurs que nous nous fixons. Le conditionnement du présent par le passé n'équivaut donc pas à un déterminisme. Ici, le temps passe mais ne reviendra pas. Refusons de croire que nous sommes enfermés dans une sorte d'exclusivité avec notre passé. Parfois, l'exception survit à la règle, tout comme les hommes peuvent survivre à une histoire, aussi triste soit-elle, car ils ne sont pas les esclaves d'une boucle infernale qui se répète. Non, ils en sont les investigateurs, les penseurs, les auteurs d'aujourd'hui et de demain. Et voilà ma fille, je sais que le monde d'aujourd'hui peut paraître terrifiant, mais il n'a jamais empêché des personnalités merveilleuses de se développer. Ce qui importe, c'est de prendre conscience de notre part de responsabilité et garder l'espoir comme unique rempart. Veuillez. Donc, vas-y, Kylian, pour poser ta question. Pensez-vous vraiment qu'on est indépendant de l'histoire qui nous précède? Évidemment, comme je vous l'ai dit, les groupes sociaux auxquels nous appartenons vont forger une mémoire collective, évidemment qui vont s'imprégner de ces faits historiques. Cependant, l'homme n'en est pas dépendant. Il va pouvoir se construire au-delà de ce qu'ont fait ses prédécesseurs. Il va pouvoir se forger, trouver ce qui lui correspond, ses propres valeurs. Et également, il est influencé par ce qu'il a vécu dans son propre passé. Des événements tragiques dans son enfance vont évidemment imprégner la personne qu'il est aujourd'hui. Le problème, c'est que vous avez dit que nous sommes façonnés par l'histoire et il y a cette construction sociale, ces institutions qui vont s'imposer à nous, tout simplement à notre naissance. On ne choisit pas son époque, ce que j'expliquais avant. Et donc, ce qui se passe, c'est que vous n'avez pas le choix et que c'est l'histoire qui vous produit forcément. Non, nous sommes façonnés par notre histoire personnelle. Évidemment, nous naissons dans un groupe social. Cependant, c'est pas ça qui va définir qui l'on va devenir. On va bien pouvoir s'en émanciper. Alors là, vous faites des généralités, mais il existe des exceptions. Merci.
Nous allons passer maintenant au duel final, donc sur le sous-thème l'histoire et l'identité, en commençant par Jabert. Revenons à notre Mont Saint-Michel. Si vous savez toujours pas s'il est breton ou normand, j'ai une solution assez simple à vous donner. Que ce soit historiquement ou bien en termes d'identité, le Mont Saint-Michel est avant tout français. Et arrêtons-nous là pour ce débat-là, parce que j'adore le Mont Saint-Michel, mais dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. C'est pour ça que, Monsieur le Président, membre du jury, vous vous demandez peut-être pourquoi avoir amené un débat aussi stérile dans cette discussion. Mais malgré son apparence assez légère, le Mont Saint-Michel est assez représentatif d'un problème moderne, l'individu tyran vers la fin d'un monde commun. C'est le titre du livre d'Éric Sadin. En résumé, cet ouvrage socio-philosophique met en avant l'individu. Et surtout, le problème de l'individu comme toujours de plus en plus individualiste. Mais c'est surtout le paradoxe qui en ressort qui va nous intéresser. Effectivement, de nos jours, nous sommes face à un individu qu'il appelle tyran. On voit une montée de la colère populaire, on voit une augmentation des manifestations, une augmentation de la défiance sociale. Mais en même temps, on observe une montée des idées communautaristes. L'exemple le plus parfait, ce sont les États-Unis, l'un des pays les plus individualistes qui se retrouve aujourd'hui dirigé par une petite secte à la casquette rouge. Comment peut-on expliquer un tel revirement? La réponse, on la trouve à la fois à travers l'histoire et dans l'histoire. À travers l'histoire, que ce soit en regardant du côté de la Révolution française, de la Révolution communiste en Russie, ou encore de la montée du nazisme en Allemagne, ces événements présentent tous un basculement vers le communautarisme pour fuir l'individualisme naissant à la suite d'une rupture avec un ancien monde commun. On trouve aussi la réponse dans l'histoire, dans le sens de notre rapport à l'histoire. Effectivement, ce n'est pas juste l'individualisme qui crée ce revirement, mais surtout le manque de jugement dans l'histoire. On ne fait pas assez d'histoire dans son sens premier, c'est-à-dire juger le passé pour le comprendre, pour en tirer des leçons et pour savoir ce qui a permis tel événement d'avoir lieu. Parce que sans jugement, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de leçon. Et vous vous dites peut-être, eh bien oui, je vois quel rapport ça peut avoir avec un savoir, une intelligence en général des gens, mais quel est le rapport avec l'individu, l'identité? Justement, cette connaissance n'est pas juste pratique, elle est fondement de l'individu. Freud nous parle des 3 grandes blessures narcissiques de l'humanité. La première est lorsqu'on a appris qu'on n'était pas au centre de l'univers. La deuxième, c'est Darwin, l'évolution. L'homme n'est qu'un animal comme un autre. Et pour finir, Freud lui-même, le subconscient, nous ne sommes pas maîtres de notre propre esprit. C'est la connaissance de notre histoire qui permet de savoir qui nous sommes aujourd'hui. Les mœurs, les pensées, les idéologies d'aujourd'hui sont héritées de ces grandes blessures narcissiques qui ont bouleversé notre image de nous-mêmes, mais aussi de notre place dans l'univers. Ce que l'histoire nous apprend sur l'individu, sur nous, c'est qu'on ne peut fonder sainement son identité sur l'appartenance à une communauté seulement. Nous sommes le produit d'une histoire humaine, bien plus grande, bien plus vaste. Et là où elle nous produit, forcément, elle nous donne le fondement, nous donne les bases de la socialisation première et secondaire par lesquelles nous sommes obligés de passer. Elle nous empêche pas d'évoluer. Et c'est là qu'est l'identité née. C'est ça qui fait votre beauté et votre unicité. C'est pas le fait que vous, monsieur le président, vous soyez, je ne sais pas, breton, normand ou même français. Ce n'est pas ça qui vous différencie de vos voisins et voisines. Non. Je ne pourrais vous définir d'une telle manière aussi simple. Vous êtes 1000 fois plus complexe, 1000 fois plus intéressant. Les mots me manqueraient sûrement. Et l'individu tyran, lui, est celui qui ne réussit à valoriser son existence qu'à travers les gloires passées d'un groupe avec lequel il a un lien de près ou de loin.
Mais cet individu est vide, il ne se donne pas de place, il s'oublie dans la masse, dans une petite communauté qui se voit comme la grandeur suprême. Ce qu'on vous dit ce soir, c'est que vous ne pouvez nier l'influence passée sur qui vous êtes. L'histoire vous a bel et bien produit. Cependant, bien sûr, ça ne s'arrête pas là. Bien sûr, après le passé, il y a le présent. Après la production, il y a la consommation. L'individu que vous êtes et que vous serez se définit en faisant l'histoire, son histoire. Alors si le Mont Saint-Michel ne peut être que français, vous, ici présent, vous reste à devenir qui vous êtes. Vas-y, Raphaël, pour ta question. Vous nous avez dit qu'on ne peut pas fonder notre identité sur notre communauté. Quelle différence y a-t-il entre cela et fonder son identité sur la seule histoire ? Tout simplement parce qu'on ne nous a jamais dit qu'on fonde notre identité sur notre seule histoire. On vous a dit que l'histoire a une importance primordiale et première sur le fondement de notre identité. On ne peut pas fonder notre identité sans un rapport à l'histoire, sans un rapport à qu'est-ce qui est arrivé avant. On a toujours pensé qu'est-ce qui s'est passé par le passé pour que j'en sois là aujourd'hui, que notre monde ressemble à ça. Et c'est de là qu'on se crée. Je crois ici qu'il serait utile de faire une distinction importante entre ce qui constitue l'histoire, qui est objectif, qui est factuel, et ce qui constitue la mémoire, qui est la manière dont on va s'approprier cette histoire. Moi, j'aurais pas la prétention de dire que je connais tous les faits historiques, que je sais avec précision ce qui s'est passé durant la Révolution de 1789, durant la mort de Socrate dans l'Antiquité. Donc je ne prétendrai pas que mon identité se fonde sur l'histoire. Est-ce que vous avez, vous, cette prétention ? Eh bien, monsieur, j'ai cette prétention parce que là où vous ne faites pas la distinction, c'est que vous parlez de l'histoire dans son sens théorique. Oui, dans son sens théorique, l'histoire, c'est un fait, c'est quelque chose qui a eu lieu. Dans le sens propre, on n'a pas accès à toute l'histoire, et vous l'avez dit vous-même. Même les historiens n'ont pas accès à toute l'histoire. Plein d'événements du passé ont été effacés. Mais pour avoir une compréhension de l'histoire, et du coup nous comprendre nous-mêmes, parce que si on est là aujourd'hui, c'est grâce à l'histoire, eh bien oui, il va falloir la juger, et oui, il va falloir en tirer des leçons. Merci. Et donc pour finir, j'appelle Raphaël. L'histoire ne nous façonne pas par ses faits, mais ce sont les émotions et les jugements qu'elle suscite qui font ce travail. Entre vérité et mémoire, il n'y a que nous, humains, et le regard enfantin que l'on porte parfois sur notre passé. Il y a, dans les discussions autour de l'identité, un ensemble de préjugés, de craintes, d'erreurs et de préconçus hâtifs. Et il faut peut-être recentrer un peu le débat au lieu de parler du Mont Saint-Michel. Dans vos discours, l'erreur est peut-être celle-ci, je l'ai déjà dit. Vous confondez encore l'histoire au sens factuel et scientifique et la relecture émotionnelle et circonstanciée que constitue notre mémoire. La simple connaissance des faits historiques ne contribue pas à nous façonner. C'est justement le jugement que l'on porte sur ces faits qui aura un impact sur la manière dont nous construisons notre identité. Or, et cela a déjà été rappelé avec force, porter un jugement sur notre passé n'est pas faire de l'histoire. Le travail des historiens est une œuvre de collectionneur. Ils récoltent patiemment les indices qui permettent de reconstituer et de comprendre des faits qui se sont déroulés des années, des siècles ou des millénaires plus tôt, pour reconstituer une chronologie globale qui mène à notre époque. Et c'est ensuite, seulement ensuite, notre travail en tant que société de juger ces faits historiques pour en tirer des enseignements. Et ce jugement n'est pas gratuit, il est celui qui doit nous permettre de circonscrire les erreurs et les tragédies à laquelle notre humanité se refuse pour le futur. Il est aussi celui qui doit nous permettre de sélectionner les exemples inspirants, les débuts d'utopie et les nouvelles espérances. Vous ne révolutionnez donc rien lorsque vous dites qu'il faut parfois porter un jugement sur l'histoire. Vous ne nous apprenez pas non plus qu'il est de notre responsabilité de juger les plus grands crimes du passé. Mais ce n'est pas faire œuvre historique, c'est faire œuvre mémorielle. Et c'est peut-être ce que vous appelez, vous, l'histoire partagée. Chaque individu et chaque groupe humain, que l'on parle d'une famille ou d'une nation, a tendance à développer une mémoire.
Et cette mémoire, elle est la relecture émotionnelle des faits passés. C'est en cela qu'elle se distingue de l'histoire. L'histoire est objective et factuelle. La mémoire est affective et émotionnelle. Vous nous avez dit pourtant que l'histoire serait de dire plus jamais l'esclavage ou plus jamais la Shoah. Mais faire l'histoire, c'est seulement dire que ces faits ont eu lieu, et cela est indubitable. Le jugement est un autre processus, civique. Vous avez même défini l'histoire comme la recherche d'une vérité historique, d'une vérité historique. Mais comment trouver une vérité unique si chacun des historiens porte son jugement spécifique sur des faits? Par un tour de passe-passe, par un alignement chanceux des planètes? L'histoire est une science avant tout, la recherche d'une vérité historique, vous l'avez dit. Pensez-vous que le chimiste ou le physicien juge le résultat de ses expériences? Et vous êtes ensuite allé sur l'aspect biologique. J'aimerais le savoir. Quel événement historique aurait forcé les lointains ancêtres de l'humain à sortir de l'eau et à s'adapter pour la terre ferme? Qu'est-ce qui a obligé la première cellule à effectuer la mitose, la division cellulaire? Et si l'histoire définit notre identité, qu'en est-il des jeunes enfants à qui l'on n'a toujours pas enseigné l'histoire? Sont-ils de pauvres machines, dénuées de toute identité? Il y a tout de même une image qui m'a frappé, celle de Frankenstein. Vous avez presque comparé l'humanité à ce qui est considéré comme un monstre. Et je crois que vous avez oublié l'important dans cette histoire. C'est que Frankenstein n'a jamais réussi à se construire, et il a souffert toute sa vie d'avoir été créé par un autre. L'humanité ne peut donc pas ne dépendre que de l'histoire. Il y a une phrase de 1984 qui m'est revenue avec insistance tout au long de cette discussion. Qui contrôle le passé contrôle l'avenir, et qui contrôle le présent contrôle le passé. Notre passé comme notre actualité sont déjà trop remplis d'exemples où on a voulu faire de l'histoire le seul marqueur de l'identité d'un groupe ou d'une nation, avec toute la méfiance, le rejet de l'autre et la haine que cette perspective entraîne. Car c'est une méthode facile pour tenter de façonner une identité prétendue que d'obliger chacun à se référer à une histoire romancée. C'est justement là le communautarisme. Ce n'est donc pas l'histoire figée et distante qui nous définit. C'est ce que nous en retenons, ce que nous en ressentons et ce que nous décidons d'en faire. C'est notre désir de construire un avenir où l'humanité l'emporte sur l'idéologie. Merci, donc vas-y Jabert pour ta question. Eh bien, merci beaucoup à vous. Pour votre discours, petite question très rapide. Quelle est la place, selon vous, du doute dans l'histoire? Eh bien, effectivement, il faut le dire, il y a du doute dans le travail des historiens. Il est difficile de reconstituer des événements qui remontent à plusieurs millénaires. Et c'est le seul endroit où il peut y avoir des divergences entre historiens, c'est sur la véracité d'un fait ou non. Et c'est là que le travail s'engage. La différence entre les historiens n'est jamais le jugement que l'un porte et qui serait différent de celui d'un autre. Eh bien, justement, c'est là où je vais vous contredire, monsieur, parce que vous avez parlé justement d'un rapport scientifique à l'histoire, et vous avez même osé dire que les scientifiques ne jugeaient pas des résultats de leurs tests, ce qui est absolument faux. Mais en plus de cela, les historiens doivent le faire eux aussi, comme vous l'avez dit, lorsqu'il y a des doutes. Les seuls moyens d'y faire face, c'est lorsque plusieurs historiens, et c'est ce qui se passe toujours en histoire, vont débattre sur la véracité ou non d'un fait, de comment il s'est produit, et par le jugement donc. Eh bien, il y a deux choses là dans votre prise de parole. D'abord, vous l'admettez, effectivement, la discussion qu'il y a entre les historiens se trouve sur la véracité ou non d'un fait. Le jugement moral n'a rien à faire là-dedans. Et quand vous parlez de juger, il y a toujours cet aspect moral. Pensez-vous que, une fois que le physicien ou le chimiste a obtenu ce petit précipité bleu, il s'interroge profondément en se demandant « est-il bon? Est-il mauvais? Que pense-t-il » Non, car nous sommes sur un fait objectif.
Encore merci aux deux équipes pour ce choc. Quelques retours globaux avant d'annoncer le résultat. Donc je vais commencer et ensuite Arthur et Valentine sur le téléphone me compléteront. Donc c'est un choc qu'on a beaucoup apprécié, un choc qui était d'une bonne qualité, qui s'est beaucoup caractérisé aussi par son équilibre entre les deux équipes. En commençant par la forme, ce qu'on a trouvé dommage, c'est que le championnat de plaidoyer, l'esprit repose sur plusieurs choses. Déjà la liberté de l'orateur, chose que vous exploitez très bien. Deuxième chose aussi une certaine excellence que vous êtes arrivé à atteindre aussi. Mais troisième chose, c'est aussi l'engagement. C'est un truc qui caractérise beaucoup ce championnat. Et sur la forme, pour beaucoup d'orateurs, on a trouvé dommage qu'il n'y ait pas eu plus, je dirais en fait, de tripes. Surtout que des fois vous défendez des positions qui peuvent être... des positions qui peuvent vous tenir à cœur, quoi. Même si vous n'êtes pas forcément d'accord, c'est quand même des positions fortes. Donc c'est dommage qu'à la fois dans vos textes et dans votre ethos, on ne l'ait pas nécessairement toujours ressenti. Et aussi, chose un peu dommage au niveau de la forme, pour beaucoup d'orateurs, c'était très lu au niveau des notes, donc c'est un peu moins pardonnable pour deux raisons. De un, vous avez 3 jours pour préparer les chocs et pas 24 heures comme en débat parlementaire, et deuxième chose, encore une fois, nous sommes en quart de finale, une équipe va se qualifier en demi, et donc ce genre de vice de forme, on va dire, c'est un peu moins acceptable à ce stade de la compétition, mais globalement, tous vos discours étaient bien écrits et très agréables à écouter. Qu'est-ce que je dirais pour enchaîner ? Oui, les questions sur les affrontements. Alors les affrontements étaient assez bien, particulièrement les questions qui étaient toutes pertinentes et qui pour nous servaient bien le débat. Donc c'est très bien, au moins que vous avez compris l'esprit. Et en plus de ça, sur vos réponses, la plupart du temps, vous exploitiez très très bien le temps qui vous était fourni afin de réfuter, de re-réfuter, etc. Et oui, les exemples que vous disiez étaient très 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 pertinents. Et je vais laisser Arthur et Valentine me compléter avant d'annoncer le résultat. C'est à vous. Je ne sais pas s'ils m'entendent. Valentine, est-ce que tu veux commencer ou je commence ? Vas-y, je t'en prie. Allez, c'est parti. Alors, déjà, je tenais à vous féliciter pour être arrivé jusque-là dans la compétition de plaidoyer. En parlant de cette compétition, je vais rebondir sur ce que Tristan a pu dire sur l'engagement. Quand vous prenez la parole, vous avez la possibilité de transmettre des idées, des doctrines, des valeurs, des émotions, et vous avez 5 minutes pour le faire. C'est rare et il faut en profiter pour vraiment y aller. Vous avez les bases pour justement vous émanciper de vos textes, de parler plus avec le cœur et de vraiment créer votre identité d'orateur et d'oratrice en appuyant plus ce qui vous tient à cœur pour que vous soyez reconnu, qu'on se souvienne de vous, etc. Et que vous puissiez prendre la parole pour des personnes qui n'en ont pas forcément la possibilité. Donc, travaillez bien sur ça et à partir de ce moment-là, vous allez vous émanciper réellement de votre texte et des fois des exemples qui sont pertinents mais qui ne font pas naître l'émotion chez le jury. Voilà, mais je tenais quand même à vous féliciter pour vos prestations. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment désolée de ne pas être là en présentiel. Du coup, je compléterai juste ce qu'a dit Arthur. En fait, sur les exemples, des fois, juste vous les lancez comme ça, mais si vous les choisissez, c'est parce qu'il y a une raison, c'est parce que vous avez décidé de mettre à l'honneur certains exemples, certaines luttes, certaines idées ou certaines personnes. Et donc, avec votre voix, vous prenez justement la leur et vous continuez ça et vous mettez en lumière certaines choses. Mais du coup, dans ce cas-là, expliquez-les. Dites-nous pourquoi vous les utilisez. Dites-nous pourquoi c'est justifié. Pourquoi est-ce qu'on choisit ces exemples-là et pas d'autres ? Parce que simplement donner un exemple, drop un fait historique, un fait scientifique ou quoi, c'est cool, hein. Mais en fait, on comprend pas forcément des fois pourquoi ça, pourquoi des fois il y a peut-être des nuances que vous voulez aborder que nous on connaît pas forcément. Donc vraiment n'hésitez pas et n'hésitez pas aussi à prendre des exemples qui sont pas forcément les exemples les plus connus. Par exemple, là, sur un week-end de choc, il y a certains exemples qui ont été dits plusieurs fois et exactement les mêmes et abordés de la même manière. Donc vraiment, faites attention. On a aussi une tribune pour mettre en valeur d'autres personnes, d'autres idées, d'autres exemples historiques qui parfois n'ont pas assez de reconnaissance et pas assez de lumière. Donc vraiment, n'hésitez pas à prendre un risque parce que nous, ce qu'on vous demande, c'est... Quand vous faites du plaidoyer, vous prenez un risque. Prendre la parole, c'est prendre un risque, c'est s'affirmer, s'engager. Donc, n'hésitez vraiment pas à le faire. Nous, tout ça, ça sera récompensé pour la suite. Merci. Et je rajouterai
quelque chose. On paraît méchant comme ça. En plus, vous ne voyez pas, on n'est même pas en présentiel. Mais on va dire qu'on est exigeant parce que vous avez la possibilité de le faire. Voilà. On ferait pas des retours aussi comme ce qu'on est en train de faire si on ne pensait pas que vous serez dans l'incapacité de pouvoir justement mettre le cœur sur la table, quoi. Donc franchement, allez-y et faites-vous plaisir. Je suis assez d'accord, d'autant plus que la majorité d'entre nous, ça fait plusieurs fois qu'on vous voit plaider, donc aussi on sait un peu plus de quoi vous êtes capable, on voit votre progression, on a des comparatifs avec les précédents débats, etc. Donc en général, plus on est pointilleux sur des retours, plus ça veut dire que vos prestations étaient de qualité, parce que ça veut dire qu'on chipote sur des détails, donc c'est aussi ça à prendre en compte. De manière générale, comme j'ai dit au début, c'était un très bon choc qu'on a adoré juger. Donc sans plus attendre, nous allons annoncer les résultats. Est-ce que vous voulez annoncer les meilleurs orateurs téléphone là où je dis tout? Tu nous parles à nous, Tristan? Oui. Est-ce que vous voulez annoncer chacun les meilleurs orateurs et ensuite j'annonce cohérence et duel? Valentine, est-ce que tu veux annoncer le MO? Ok. Eh ben, je t'en prie, vas-y. Alors, le titre de meilleur orateur ou de meilleure oratrice est attribué du côté de S'éveiller, c'est Lou. Arthur, meilleur affrontement. Arthur. Qu'est-ce qu'il fait, Arthur? Ouais. Arthur, tu vas annoncer le meilleur affrontement ou c'est Valentine ou moi qui le fais? Allez, le meilleur affrontement, je te laisse l'annoncer. Et voilà, du coup, je vais annoncer tout le reste. Donc, pour le titre du meilleur orateur lors d'un affrontement, nous avons décidé de l'accorder à Kylian Devry. Pour l'instant, le score est de 1 partout, il reste encore 3 points à répartir. Nous avons décidé de donner le point de cohérence d'équipe également à Evry. Et donc pour les 2 points restants, ceux des duels, le premier duel ayant été remporté par Lou, le deuxième par Aurore et le troisième par Jabert. Nous avons donc 2 points pour s'éveiller et donc un total de 3-2 et une qualification. Donc félicitations pour vous être qualifiés. Quand même, bravo à vous Evry. Le score est très serré, c'est à l'image du choc, hein, on vous l'a dit, c'était équilibré, c'était très cruel à juger. De toute façon, plus les tours avancent, plus c'est souvent le cas. En tout cas, aucune des équipes et aucun des orateurs n'a démérité durant le choc. Et donc je suis disponible pour des retours individuels. Enfin, il faut juste que je regarde à peu près mes trains. Mais parce que j'ai un peu la flemme d'être coincé là. Mais globalement, voilà, je suis disponible pour des retours individuels. Peut-être commencer par vous, que vous êtes plus pressé, je sais pas. En tout cas, merci à vous pour ce choc et merci au public d'avoir été présent.